Bonjour, la vidéo qui suit est issue d'un long travail de recherche effectué par Thomas, un simple citoyen. La singularité de sa démarche est qu'il s'est efforcé de remonter à la source d'origine des informations. Ces vidéos ne prétendent pas délivrer de vérité. Elles sont mises au service du discernement de chacun. Si l'habit ne fait pas le moine, le mot ne fait pas la démocratie. Bonjour. La France n'est point et ne peut pas être une démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Joseph Sieyès, député du tiers-État, figure essentielle de la Révolution française. Nous sommes le 7 septembre 1789 et celui que l'on appelle l'abbé Sieyès prononce ces mots à l'Assemblée nationale, né 3 mois plus tôt. J'ai toujours été pour une république libre, pas une démocratie qui est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. Cette fois-ci, ce sont les mots de John Adams, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, dont il a été le second président. Mais alors quoi ? On ne parlait pas de démocratie pendant ces grandes révolutions ? Ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ? Assez peu. Loi, peuple, liberté ou encore nation et constitution, voilà les mots vedettes dans les textes de la Révolution française. Ce n'est que loin derrière qu'arrive celui de démocratie. Après, représentant et souveraineté. Et quand on l'utilise, c'est en guise d'épouvantail. Dans l'arène politique de l'époque, que ce soit en France ou aux États-Unis, être qualifié de démocrate est clairement une insulte. Sieyès agite le risque d'une démocratie populaire avec ses mouvements tumultuaires et incertains. L'américain Elbridge Gerry, l'une des plumes ayant signé la déclaration d'indépendance, s'enflamme. Les malédictions que nous expérimentons découlent des excès de la démocratie. Cette définition de la démocratie, je l'emprunte à mon collègue professeur de sciences politiques américain Robert Dahl. La chance égale pour tout citoyen d'influencer le gouvernement et la décision. Le régime sous lequel nous vivons a été inventé à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France pour constituer une alternative à la fois à l'absolutisme monarchique et à la démocratie, conçu comme un régime archaïque et dangereux. C'est ce qu'ont bien montré les travaux de Pierre Rosanvallon, mais aussi le livre qui vient de paraître en France récemment du politiste canadien Francis Dupuy-Derry sur l'histoire du mot démocratie, qui montre que la quasi-totalité des constituants, des révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle n'aimaient pas la démocratie et se méfiaient de ce régime. Il apparaissait en particulier impensable de permettre au peuple de se gouverner lui-même, comme dans les cités antiques. L'un de nos pères fondateurs, Sieyès, à l'origine plus ou moins forte de 3 de nos constitutions, l'a clairement énoncé en son temps dans un discours qui est souvent cité, du 7 septembre 1789, discours qui résume l'esprit du gouvernement représentatif. Je cite Sieyès: « Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut agir que par ses représentants. » Fin de citation. On ne peut être plus clair. Alors que la démocratie était encore une insulte, certains en ont fait un argument de campagne. Nous sommes en 1828 et Andrew Jackson est élu 7e président des États-Unis. Comment ? En étant le premier à se proclamer démocrate. Il se présente ainsi comme le candidat des petites gens face aux élites, récoltant du coup les voix des classes populaires. 15 ans plus tard, tous les autres candidats auront fait de même. Au passage, Jackson amène aussi le parti qui le soutient à changer de nom. Ainsi, le parti républicain devient Parti démocrate. Rien dans les mains, rien dans les poches, du marketing politique avant l'heure. Dans un contexte social bien différent, les pères fondateurs de nos républiques étaient donc ouvertement opposés à la démocratie comme régime politique, ce qui n'enlève rien à leurs intentions sincères, liberté, égalité, justice.
Ce sont d'ailleurs ces élites élues qui ont écrit des textes fondamentaux comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France ou le Bill of Rights américain. Étonnante complexité. Sauf qu'aujourd'hui, le mot démocratie s'est perdu. Il ne désigne plus un système politique, mais un agrégat d'idéaux dont chacun peut se réclamer. Ce mot, devenu sacré, est intouchable. Ne pas se proclamer démocrate est un suicide politique. Affirmer que l'on n'est pas en démocratie est un crime de lèse-majesté. Mais alors, comment réfléchir à des alternatives si l'on ne peut déconstruire le système en place ? Le deuxième grand mythe qu'il faut démonter, c'est celui de la démocratie. L'élection, c'est pas la démocratie. Le suffrage universel, c'est, comme dit Étienne Chouard, c'est désigner des maîtres. L'élection est un processus démocratique, donc si vous êtes contre un régime représentatif basé sur l'élection, vous êtes contre la démocratie, dont un dictateur en puissance, un fasciste. Ce procédé d'amalgame, aujourd'hui, c'est vraiment on le voit dans les médias, c'est la première... je veux dire, c'est vraiment le premier procédé qu'il faut arriver à démonter. L'Antiquité, mais avec la modernité aussi, avec des gens comme Spinoza, par exemple, ou Rousseau, Montesquieu et d'autres, ils distinguent l'élection de la démocratie. Pour eux, l'élection, si on doit voter pour se nommer des maîtres, finalement des chefs, des dirigeants, c'est qu'on va identifier les meilleurs, logiquement. C'est qu'on considère que nous ne sommes pas tous égaux pour décider et on doit s'en nommer quelques-uns. Et donc, c'est un processus, l'élection est un processus aristocratique. Évidemment, c'est pas une aristocratie comme on l'entend généralement de père en fils, une aristocratie héréditaire par le sang. Mais c'est une aristocratie élective, une aristocratie élue. D'abord, je ne suis pas un citoyen. Un citoyen, c'est autonome. Ça vote, il vote lui-même ses lois. Moi, je suis un simple électeur. C'est-à-dire, je suis hétéronome. Je subis la loi écrite par quelqu'un d'autre. Nous appeler citoyens, c'est nous payer de mots. On se la pète, mais on n'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait dans cette démocratie ? Dans cette prétendue démocratie, qu'est-ce qu'on a comme droit ? On a le droit de désigner des maîtres politiques qui vont tout décider à notre place pendant 5 ans. On les désigne parmi des gens qu'on n'a même pas choisis. En plus, c'est les plus riches qui les choisissent. Et dans le cas éventuel où ils nous trahissent au dernier degré, on n'a pas le moindre moyen de résister. Je prends juste deux exemples. Le Parti socialiste, on avait Cambadélis tout à l'heure. Je ne parle même pas de cette thèse qui pose problème. Je dis, voilà quelqu'un qui a été condamné. C'est la même chose avec Harlem Désir. Et quand il faut choisir un patron du PS, il n'y en a qu'un. Il y en a peut-être 300 qui voudraient ce poste-là. Pourquoi est-ce qu'on choisit quelqu'un qui a un casier judiciaire ? Pourquoi, quand on le change, on en reprend un qui a exactement le même casier judiciaire ? Pourquoi celui qui a un casier judiciaire qu'on a changé, on lui donne un poste de ministre ? Pourquoi, quand ça marche pas son poste de ministre, on lui redonne un truc à l'Europe ? Pourquoi est-ce que, etc. Pourquoi, quand on a le choix entre un nombre incroyable de gens qui sont susceptibles d'avoir le poste, on va choisir un type qui paie pas ses impôts alors qu'il y en a 200 qui avaient envie de ce poste de secrétaire et qu'on va choisir un corrompu, on choisit un corrompu. Quand le peuple, on le sollicite dans un référendum et qu'il dit « nous ne voulons pas de cette Europe », qui dit « vous l'aurez quand même » ? Hollande et Sarkozy. Donc on les a essayés, ces politiques-là, les gens les ont essayés, ils ont été bonnes pattes. Et là on dit à la marge, c'est pas la même chose. Sarko c'est pas Hollande, Hollande c'est pas, je sais pas moi, Balladur, on peut remonter très loin, qui n'est pas Rocard, qui n'est pas... C'est la même chose. Donc, est-ce qu'on est en démocratie selon vous ? Écoutez, moi, je viens de vivre une expérience assez peu démocratique. Les Français ont l'impression que, bon, voilà, au moment d'élire, ils élisent les types qui sont candidats. Mais c'est pas à ce moment-là qui est important, en fait. C'est l'investiture, c'est la présélection. Est-ce que ceux qui se présentent devant les Français, c'est ceux qui ont été autorisés par le système à se présenter devant les Français. Tous les autres, ils ont été passés au filtre. Et le système, il reconduit automatiquement les sortants. Vous avez été condamné par la justice, vous avez été battu plusieurs fois, qu'à cela ne tienne. Vous êtes sortant, on vous reconduit automatiquement. Et c'est comme ça qu'on retrouve un système, une démocratie fossilisée. C'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne change pas. C'est toujours les mêmes qui disent la même chose, même quand ils ont échoué. Ils reviennent toujours, ils n'ont pas honte de revenir devant les Français. Et c'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne bouge pas. Parce qu'il y a une partie qui leur est cachée, qui est complètement occulte, qui se passe dans les couloirs des partis politiques,
c'est un système de cooptation, c'est un système d'héritier, c'est un système de sortant, on se tient les coudes. Et même quand on n'apprécie pas le bonhomme qu'on réinvestit, on se dit il faut quand même le réinvestir, parce que si on remet en cause l'automaticité, eh ben, eux-mêmes peut-être seront remis en cause. Voilà. Donc c'est ce qui fait que, et tout ça, les gens ne voient pas ça. Et c'est caché, et puis voilà. Et puis quand le jour du vote, eh ben, ils croient qu'ils sont, que ceux qui sont en face sont des gens qui sont venus, voilà, parce qu'ils le voulaient ou parce qu'ils pouvaient faire. Non, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés par le système. C'est un filtre. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas de femmes, pas d'ouvriers, parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas. Ils ne voient pas les codes politiques, ou alors ils partent en kamikaze, sans étiquette. Mais avec peu de chance d'être élus. Avec peu de chance d'être élus. Et beaucoup de chance d'être super endettés à la fin et tout perdre. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils ne sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Ben, vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. L'autorité, c'est la force qui obtient une obéissance consentie. La force qui obtient une obéissance consentie. Alors comme le mythe royal est en train de se défaire en France, on l'a vu à plusieurs reprises, il faut substituer à ce mythe royal un autre mythe qui sera le mythe du suffrage universel, c'est-à-dire le mythe de la volonté nationale. Et cette fois, ça sera extrêmement puissant comme rempart. C'est la volonté nationale elle-même qui décide qu'il faut faire une république, par exemple, conservatrice. Alors quiconque se soulèverait contre un gouvernement républicain se soulève contre la liberté, puisque c'est la liberté qui s'est exprimée et qui règne à l'aide du suffrage universel. Alors vous voyez quel attentat monstrueux. On peut mobiliser toutes les forces nationales contre ceux qui prétendaient lutter contre un gouvernement dit démocratique. Et vous la partagez, cette défiance dans les gens qui nous gouvernent aujourd'hui? Il y en a que vous aimez bien, d'autres que vous aimez moins? Donc quel que soit le gouvernement en place, ça ne changera rien pour moi. Enfin, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut rendre... Vous savez, c'est bizarre, parce que la Révolution française s'est faite sur... quand même en grande partie sur les idées de Rousseau, qui ne reconnaissait qu'une seule forme possible de démocratie, c'est la démocratie directe. Donc tout ça a été très rapidement confisqué, et le pouvoir n'est jamais revenu à la population. La France n'est pas une démocratie? Non, c'est pas élire des gens de temps en temps qui fait une démocratie, c'est vraiment de voter sur les projets. On n'arrive même pas à formuler la solution. On a besoin de la démocratie, mais on n'arrive pas à le dire, puisque le mot est pris par son contraire. C'est génial d'avoir inversé les mots, c'est du Big Brother, absolument. La démocratie, c'est l'ensemble des citoyens qui décident de quelles lois on applique et de comment on les applique. C'est ça la démocratie. On voit où est le génie.
Le génie n'est pas chez les gens de parti, il est chez les gens qui sont sur le terrain. C'est le génie du peuple qu'on a entendu. Donc aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait appel au peuple en disant il y a un talent du peuple, il y a un génie du peuple, sollicitons-le, on nous dit démagogie. Bien. Je ne crois pas, ça s'appelle de la démocratie. Le 49.3, c'est ce type d'ultimatum qui est posé par le gouvernement à la majorité à l'Assemblée nationale. C'est un moment où le Premier ministre, sur un texte de loi sur lequel il y a des sujets de désaccord, on n'est plus très bien sûr là de savoir s'il a une majorité qui le soutient ou pas, et le Premier ministre il va demander aux députés, c'est pas compliqué, vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi ? Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire, mais il va se poursuivre ce débat parlementaire d'une manière ou d'une autre. Monsieur le Président, je voudrais vous rendre attentif à la chose suivante pour le bon déroulement de nos votes en scrutin public. Ça fait à plusieurs reprises, encore cette fois-ci, j'ai compté 60 parlementaires de la majorité et on arrive à 148 votes favorables. Donc je voudrais qu'on soit très attentif au fait que chacun vote uniquement sur son boîtier et non pas sur le boîtier des voisins, parce que ça n'est pas possible d'arriver à 148 voix dans la composition de l'hémicycle telle qu'elle est là. Je demande à chacun des présents de n'appuyer que sur le bouton de son boîtier.
un Français sur 4, ce qui n'est pas mince, 24% des Français estiment qu'un autre régime ou un autre système politique, eh bien, ce serait tout aussi bien. Il y a actuellement une idéologie à peu près dominante qui consiste à dire à peu près l'histoire politique de l'humanité est terminée. Nous avons trouvé la société parfaite. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais c'est tout ce que l'humanité peut donner. C'est qu'il nous faut autre chose. Et cette autre chose ne pourra être à la mesure des problèmes qui se posent que si effectivement il y a un changement des attitudes de la population, du peuple, des gens, de vous, de moi, des autres. C'est-à-dire qu'ils comprendront qu'il y a quelque chose qui s'appelle la chose publique, et cette chose publique n'est pas ce monstre qui est dans un coin, c'est nos affaires, que ça nous concerne, et que si on s'en occupe, ça nous retombera sur la tête. S'il s'agit juste de déstructurer les institutions telles qu'elles sont, ça ne marchera pas. Parce que quelque part, ceux qui attendent le pouvoir, c'est de la violence. Le pouvoir attend de la violence pour pouvoir justifier une répression. Alors que si on invente des alternatives et qu'on fait en sorte de les mettre en œuvre, à ce moment-là, on se passe du système. Et là, c'est autre chose. C'est qu'on est en train de remplacer le système. Et ça se fait d'une manière tout à fait pacifique. Il n'y a pas besoin de faire des révolutions. Je veux dire, ce qui fait peur à l'oligarchie, à l'élite, d'une manière générale, c'est que les gens, justement, commencent à penser différemment et pire, à agir différemment. Alors, penser, on voit bien qu'ils luttent contre les pensées alternatives ou trop alternatives, ou quelque part ce qui est un peu dissident ou subversif. Mais si les gens commencent à faire des actes qui sont par eux-mêmes militants et subversifs, là je pense que ça peut vraiment avoir un impact important. À l'aube de la Révolution, Sieyès, toujours lui, fait cette remarque. Il ne s'agit parmi nous que de commerce, d'agriculture, de fabrique, etc. Le désir de richesse semble ne faire de tous les États de l'Europe que de vastes ateliers. Pour lui, le peuple souhaite avant tout s'occuper de ses biens privés. La liberté de l'époque est celle de participer à la société commerçante. Le gouvernement représentatif est la solution. Le peuple délègue ainsi la gestion des affaires publiques à des représentants et peut s'occuper de ses affaires privées. La division du travail appliquée aux politiques. Si vous regardez le profil socio-économique des gens qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il n'y a pas de pauvres. Ce sont généralement des gens qui sont riches, qui ont des moyens, qui ont une profession libérale. Ce sont des avocats, des notaires, des notables. Il y a une idée qui fait son chemin. Sans doute que c'est une pratique qui existe depuis longtemps, c'est de tirer au sort des citoyens et de les nommer sur des comités pour qu'ils prennent des décisions au lieu de fonctionner avec des élections. Oui, donc à Athènes, justement, dans Athènes de l'Antiquité, comme on avait cette idée que tous les citoyens sont égaux d'un point de vue politique, on se disait on n'a pas besoin de voter pour choisir les meilleurs d'entre nous, puisqu'en principe, on se considère à peu près égaux, et donc on va tirer au sort. Le tirage au sort, à Athènes, il donnait un tout petit peu de pouvoir, pas longtemps, et jamais 2 fois de suite, avec plein de contrôles qu'il faudrait prendre le temps d'expliquer, ce qui fait que les Athéniens, ils donnaient ce petit peu de pouvoir pour le garder pour eux. C'est pas les tirés au sort qui votaient la loi. Les tirés au sort, ils faisaient la justice. Donc ils appliquaient les lois, ils faisaient les préparations des lois, parce que les Athéniens, en assemblée, ils ne pouvaient pas préparer les lois. Et parce que les représentants étaient affaiblis par le tirage au sort, les citoyens avaient la garantie qu'il restait le souverain. Par rapport à la démocratie directe, il y a beaucoup de gens qui participent à ça et qui ont pas seulement des éloges à transmettre, mais aussi des critiques. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est long. L'argument du temps, c'est un vrai problème. Effectivement, une assemblée, ça prend du temps. Et c'est beaucoup plus rapide, en fait, quand des gens prennent des décisions pour vous. Effectivement, ça va beaucoup plus vite. On appelle ça une dictature. La dictature est sans doute le système le plus rapide. Et si c'est le temps qui est le barème d'efficacité en politique, la dictature, c'est vraiment génial pour ça. Ça va très, très, très vite, une dictature. Peut-être que pour être égaux et libres politiquement, il faut avoir du temps. Le capitalisme, si il pouvait nous faire travailler tout le temps, il nous ferait travailler tout le temps. Il n'y a pas de problème, c'est à peu près ça qu'il faisait au 19e siècle. Et donc, évidemment, là, vous n'avez pas de temps. Et donc, comme on est convaincu que c'est ça qui est le plus important, on pense que se retrouver ensemble pour parler de politique, on pense que c'est de la perte de temps. Ce qui est curieux, en fait, parce que c'est le moment où on est libre politiquement. Dès qu'il y a un système de domination politique,
vous allez avoir de la concurrence plutôt que de l'entraide. Et un bon exemple, évidemment, c'est le système électoral. Les candidats luttent les uns contre les autres avec leur camp, leur parti, leur faction pour s'emparer du pouvoir. Et donc, c'est totalement contre-productif d'avoir comme ça une mise en concurrence d'individus ambitieux qui sont assoiffés de pouvoir et qui veulent avoir nos votes et nos suffrages. Et Kropotkin, lui, en fait, est allé voir en Sibérie et ailleurs, dans l'histoire aussi de l'humanité, et il a constaté qu'en fait, la majorité des êtres vivants progressent beaucoup mieux si elles s'entraident, plutôt que si elles sont en concurrence. Et donc, l'entraide est aussi un facteur d'évolution, contrairement à ceux qui ont mal lu Darwin, qui pensent qu'on est toujours tous en concurrence et qu'on le sera toujours tout le temps. Le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres, et de se gouverner seulement lui-même. Cela décide tout. Ce piège qui est désespérant d'Alain, Alain, il a raison quand il dit ça, il a raison dans le gouvernement représentatif, parce que tant qu'on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, tous les gens qui sont justes, qui sont bons, qui ne veulent pas du pouvoir, on ne les aura pas. Tous les pouvoirs ont une tendance à abuser. Toujours. Montesquieu. C'est comme une loi physique implacable. Et il y a une idée géniale pour nous protéger de ça, c'est la Constitution. Alors la Constitution, qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui est au-dessus des pouvoirs et qui ne sert pas du tout à organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser, pas du tout. La Constitution, tous les citoyens devraient savoir ça. La Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Ça sert à inquiéter les pouvoirs pour nous protéger, nous. Nous protéger, nous, contre les abus de pouvoir. Mais attendez, si les représentants doivent craindre la Constitution, il ne faut pas qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Sinon, s'ils l'écrivent eux-mêmes, ils vont programmer leur puissance et notre impuissance. Enfin, un enfant comprend ça. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. On passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc l'idée centrale, mais vraiment c'est une idée essentielle, c'est que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, et c'est pas à eux, il faut pas attendre que ce soit eux qui renoncent à écrire le pouvoir, ils renoncera jamais, la solution elle viendra pas d'eux, elle viendra de nous, c'est à nous de leur interdire d'écrire la Constitution. Ça c'est vraiment l'idée, à mon avis, l'idée essentielle qui nous manque. Allez sur le message.org qui a été fait par l'un d'entre vous, il me semble que nous devrions, comme des virus, à la base, sans attendre que des médias ou des gens puissants se passe quelque chose, il faut qu'à la base, nous passions le mot entre nous en disant il ne faut plus que l'Assemblée constituante soit élue, il faut absolument que l'Assemblée constituante soit qui ressort. C'est de là tout va découler.